Alors, nous avons la chance de voir tout à l'heure, maintenant, quelqu'un qui a fait un long voyage, qui est donc le professeur Francis Akindele, pardon, si tu m'as expliqué comment prononcer ton nom, donc qui est professeur de... Je vais mettre mes lunettes, parce que tu as beaucoup de titres et de qualités. Alors écoute... Alors, il est professeur de sociologie politique et économique à l'université Alassane Ouattara de Bouaké, qui est en Côte d'Ivoire. Il est surtout aussi président du conseil scientifique de l'université Ouattara. Il est également coordinateur scientifique de la chaire UNESCO de bioéthique, ce qui est aussi assez intéressant. Et puis, tu as un petit pied en France, en gros, si j'ose dire, puisque tu es vice-président du conseil scientifique de la Fondation de la Croix-Rouge française. Francis, je te donne la parole, je te remercie infiniment d'avoir fait le voyage. Merci. Alors, la première question qui me préoccupe, c'est que dois-je faire pour mériter les 2 bouteilles de vin qu'offre Humbert à la fin de la prise de parole. Alors, moi, il faut que je vous explique d'où je parle. Je ne suis pas du monde de l'humanitaire. Je suis sociologue de formation et je me suis intéressé, ou je m'intéresse encore, à toutes les questions relatives à la violence sous toutes ses natures, sous différentes formes, surtout la violence politique, les politiques publiques de sortie de crise. Et c'est justement sur ce terrain que j'ai commencé par côtoyer les humanitaires. J'ai découvert ce monde à partir de 2002 parce que lorsqu'ils développaient des programmes, ils avaient besoin d'évaluation extérieure. Donc, ils avaient besoin d'experts qui connaissaient la problématique des violences politiques et qui pouvaient les aider à regarder les approches développées. Et du coup, à l'occasion, je découvre tout un monde, une diversité d'approches, d'outils propres à chaque institution, même les méthodes d'évaluation. Je découvre également des relations entre le monde des ONG internationales et les États, des relations entre ONG sur le terrain, des relations entre les ONG internationales et des acteurs locaux. États, parce qu'il m'arrive de participer à quelques réunions entre États, les agences de l'État et ces ONG, des ONG locales et les communautés, quand je vais faire des évaluations. Donc comprenez bien que moi je parle d'Afrique. Je n'ai pas la prétention de restituer ce qui se passe en Syrie ou au Yémen, voilà. Alors, cela dit, pourquoi parler de la localisation de l'aide dans le cadre d'une journée dédiée à la question « Faut-il décoloniser l'aide humanitaire ou pas ?» Je pense que la localisation a émergé comme concept pour corriger des tensions nées de l'exportation de modèles voyageurs, de l'aide humanitaire, mais des modèles voyageurs co-construits entre bailleurs et agences humanitaires du Nord, mises de côté les agences humanitaires des Nations Unies. Ces modèles sont aujourd'hui sous le feu des critiques des acteurs du Sud, que ce soit les États, que ce soit les ONG locales et même les communautés auxquelles sont destinées ces formes d'assistance. Alors, la localisation se veut le paradigme à travers lequel
l'on tente de repenser la transition, ce qu'on appelle, ce qu'a la Croix-Rouge française, par exemple, dans la fondation de la Croix-Rouge française, on a baptisé de transition humanitaire, particulièrement dans les relations nord-sud, que certains estiment qu'il doit être décolonisé et que d'autres estiment qu'il faut désoccidentaliser. Voilà, c'est deux mots qui sont utilisés. Est-ce pour caractériser la même chose ou entre la décolonisation et la désoccidentalisation, y aurait-il des nuances? Question. Alors, qu'est-ce que la localisation de l'aide et pourquoi la qualifions-nous de nouveau paradigme? La localisation de l'aide se veut un élément nouveau, un nouvel ordre qu'on voudrait voir émerger, qui améliorerait les interactions et qui réduirait les tensions entre les parties prenantes à la délivrance de l'aide humanitaire en tant que réponse à la souffrance humaine. Elle se veut tout simplement, elle veut tout simplement conforter la place de l'intérieur, donc du local, dans les politiques de délivrance de l'assistance. En clair, la localisation insinue qu'il convient désormais de ramener les acteurs locaux, les organisations de la société civile ou institutions publiques locales au centre du système et la réponse humanitaire. Alors, cela peut prendre plusieurs formes, des partenariats plus équitables entre les acteurs internationaux et locaux, un financement plus accru et aussi direct que possible, et un rôle plus central dans la coordination de l'aide par les organisations locales. C'est ça l'idéal. Alors, vouloir ramener au centre du système, c'est reconnaître que le local était plus ou moins à la périphérie, ce qui traduit un accord sur le fait que le système de financement de l'aide humanitaire pour des services délivrés dans le Sud traduit aujourd'hui encore des inégalités construites plutôt que fortuites dans les relations Nord-Sud. Et en tant que changement de paradigme dans l'allocation de l'aide, donc ressources humaines, logistiques, financières, le principe de la localisation se veut le cadre conceptuel de rééquilibrage du partenariat jugé asymétrique entre acteurs du Nord et acteurs du Sud. Alors, dans le cadre de cette présentation, je me propose de faire une lecture du processus par lequel les inégalités et les mécanismes de leur reproduction se sont politiquement et historiquement construits à travers, premièrement, la manière dont l'architecture de l'action humanitaire incorpore les relations asymétriques qui finissent par impacter les relations entre acteurs opérationnels du Nord et du Sud. Deuxièmement, à travers les perceptions et les regards croisés, les mots, les expressions dans lesquelles s'expriment ces sentiments d'inégalité et vous verrez la charge de violence symbolique qu'ils ordonnent. Et puis finalement, je vais peut-être questionner le défi que représente l'aide, la localisation de l'aide pour toutes les parties prenantes au champ humanitaire. Alors, le champ humanitaire, le champ de l'humanitaire, j'aurais tendance à dire que c'est le champ même qui cache les rapports de force, les rapports de pouvoir derrière les politiques de financement. L'aide humanitaire lui-même, il est un véritable espace social et politique au contour flou. Et là, je partage l'analyse qu'ont fait Delville et Frécia dans l'introduction de leur ouvrage « Au cœur des mondes de l'aide humanitaire » lorsqu'ils écrivent que les institutions de l'aide sont en réalité des assemblages complexes, translocaux, des personnes, des idées, des technologies et d'artefacts, et qu'elles ne peuvent pas toujours faire l'objet d'une délimitation spatiale claire, parce que leur quotidien met en jeu des acteurs internes au statut varié et une multitude d'acteurs extérieurs, et qu'elles se déploient suivant des réseaux qui transcendent sans cesse les frontières formelles de l'institution et celles établies dans leurs organigrammes entre unités, départements, antennes locales et nationales. Pour vous dire combien ce que l'on appelle acteurs de l'humanitaire, c'est vraiment un champ
très dense, assez complexe. Cependant, dans ce flou vu du terrain, l'on peut relever que l'action humanitaire en local met en relation 5 catégories d'acteurs. D'abord, les États, les bailleurs, les ONG internationales, les ONG locales, les communautés auxquelles sont destinées les formes diverses d'assistance. C'est justement dans les relations de pouvoir naissent dans les interstices de ces interactions entre les parties prenantes, l'État et les bailleurs et les ONG internationales, les ONG internationales, les ONG locales et les communautés, surtout dans les cas d'intervention d'urgence. D'abord, prenons les mécanismes de production des asymétries de pouvoir, parce que je vais souvent parler d'asymétrie, ce mot va revenir très souvent, donc d'asymétrie de pouvoir entre bailleurs et ONG internationales. Surtout en situation d'urgence et face à la souffrance, rares sont les États du Sud qui ont la capacité d'élaborer des réponses, de les financer et de réguler l'assistance humanitaire. Au nom du devoir de solidarité internationale et selon le principe du devoir de protéger, les bailleurs qui, au fil des ans, fonctionnent comme des banques d'expérience auxquelles sont associés des outils et une culture d'opération, de quête de financement. Donc, ces ONG entrent en jeu. Et sur la base les bailleurs entrent en jeu. Et sur la base du diagnostic dont ils gardent le contrôle absolu de la méthodologie, et dans une relation complètement asymétrique avec les États confrontés à la gestion des crises, les experts prennent le pouvoir d'orientation et définissent les priorités. Premier niveau d'usurpation subtile du pouvoir au nom de l'urgence. Par réponse directe avec ou sans appel d'offres ou par domaine identifié comme prioritaire, selon le diagnostic, ils allouent des ressources à des ONG internationales reconnues d'utilité publique, inscrits sur des listes préalables ou des réseaux figurant sur un tableau d'autorisation préalable. Le choix des domaines d'intervention organise le quadrillage et le maillage des territoires selon leur propre lecture de la situation de crise. La plupart des États en situation d'incapacité de réponse se plient aux initiatives des bailleurs, qui, ce faisant, structurent la dynamique de l'action humanitaire grâce au pouvoir financier. L'asymétrie de pouvoir entre les États, généralement faillis ou affaiblis, et les bailleurs, donc l'asymétrie de pouvoir entre les États et les bailleurs, naît de ce premier niveau de prise de décision. Car en période de crise, les bailleurs savent prendre le pouvoir de décision lorsque, dans l'urgence, l'action humanitaire finit par se substituer à ce qui est censé relever des politiques publiques, qui sont complètement dérangées en période de crise. Alors, tout se passe comme si les situations d'urgence autorisent les bailleurs, là on ne dit pas bailleurs, le langage filtré et autorisé, c'est partenaires financiers. Alors donc, ils obligent qu'ils soient multilatéraux et bilatéraux à prendre l'initiative, à user de leur pouvoir financier face à des États affaiblis, donc pour structurer le champ d'intervention selon leurs préférences et voir leurs intérêts. On en a beaucoup parlé depuis ce matin. Ce rapport de domination entre bailleurs et les États s'observe aussi dans l'humanitaire de développement lorsque le financement des politiques publiques vient à échapper structurellement aux États. Je parle là de structuration par domaine parce que j'ai vraiment eu le temps de le constater en local en Côte d'Ivoire suite à la crise post-électorale entre 2002 jusqu'en 2011. L'action humanitaire a investi 7 domaines spécifiques. L'eau, l'hygiène et l'assainissement, l'éducation, la protection, la santé, la sécurité alimentaire, abris bien non alimentaires, la gouvernance et la démocratie. Ces domaines sont diversement couverts sur les territoires selon la volonté des bailleurs.
Alors, outre les choix des domaines et des territoires de déploiement des actions financées, les bailleurs fonctionnent sur la base de cultures spécifiques de l'humanitaire, de cadres normatifs, de critères d'accès au financement, de cadres d'évaluation des actions pour lesquelles des ressources ont été allouées. Bref, un ensemble de cadres normatifs qui prétend traiter les maux humains et se déshumanisant par l'extrême technicisation qualifiée de professionnalisation des outils de gouvernance de l'action humanitaire. L'appropriation de tous ces outils en réponse aux besoins exponentiels de financement et pour certains, le changement d'échelle dans les interventions, soit parce que l'organisation voit sa taille grossir, soit parce que les crises elles-mêmes, en changeant d'échelle avec des exigences plus fortes, demandent plus de ressources, tournent le regard des ONG beaucoup plus vers le haut, donc les bailleurs, que vers le bas, les partenaires du Sud. Alors, les ONG internationales, finalement, transfèrent cette violence symbolique aux partenaires locaux. Comment? La professionnalisation des ONG internationales s'est construite justement dans cette interaction avec les bailleurs. Nous ne sommes plus à l'ère des missions de volontaires, des missions basées sur le simple volontariat. Être agent de l'humanitaire devient un vrai métier, exercé au sein d'institutions au fonctionnement proche de ceux des entreprises privées, inscrits dans un organigramme supranational. Alors, ces ONG internationales devenues pour certaines des instruments du soft power, on en a parlé ce matin, comptent parmi les leviers diplomatiques. Donc, elles-mêmes, ONG, construisent leur portefeuille relationnel sur des relations privilégiées entre d'abord les donateurs publics et privés de leur pays d'origine, pour la plupart. C'est peut-être pas valable pour tous. La gestion, tout comme dans le secteur privé, appelle une maîtrise des arcanes, des mécanismes de financement, la diplomatie de l'humanitaire, les stratégies de mobilisation de ressources, allant parfois jusqu'au marketing mensonger de la souffrance. En clair, de véritables compétences managériales qui font penser à l'émergence d'une économie néolibérale de l'humanitaire. Les agents de l'humanitaire, censés soigner la souffrance à distance, souffrent eux-mêmes de plus en plus de burn-out. On se croirait chez Amazon. Soumis aux injonctions normatives des bailleurs, les ONG internationales reproduisent avec leurs partenaires du Sud des relations tout aussi asymétriques qu'elles subissent avec les bailleurs. L'asymétrie de pouvoir est relayée et prolongée par les ONG internationales qui, pour certaines, ont soit un partenariat privilégié avec les bailleurs parce qu'ils ont une longue expérience de collaboration dans plusieurs pays et dans les mêmes domaines d'intervention, soit parce qu'ils partagent la même origine nationale et ont la même vision, la même culture, l'humanitaire, le tout enveloppé dans la rhétorique de l'expérience des procédures et de la bonne maîtrise du cadre normatif qui encadre les activités de ces bailleurs. Il n'y a qu'à prendre le modèle de l'USAID ou encore la manière dont ECHO fonctionne. Le champ de l'humanitaire donc, est devenu un véritable marché sur lequel s'affrontent des entreprises humanitaires concurrentes à vocation empathique et d'assistance. De par leur institutionnalisation embarquée dans la technisation, appelée professionnalisation de l'action humanitaire, et un peu sous forme d'impensé, elle prolonge l'asymétrie de pouvoir et de décision entre État et bailleurs, en ce sens qu'elle transfère et reproduise dans les relations avec leurs partenaires locaux, État, ONG locales, communautés auprès desquelles elles interviennent, les cadres normatifs contraints dans lesquels s'inscrivent les contrats de collaboration avec leurs bailleurs respectifs. Comme si c'était une division du travail, les ONG internationales diffusent des normes occidentalo-centrées, bien sûr, véhiculées à travers des contrats qui les lient aux bailleurs et deviennent de ce fait des bras des bailleurs et de leur vision en raison de leur dépendance vis-à-vis des ressources allouées par ces derniers
et mus par le souci de pérennisation de leur propre existence. Focalisés donc sur tout ce qui est procédure, elles se désaxent parfois par rapport aux spécificités des contextes d'intervention et tendent même à uniformiser les modes et les formes d'intervention sur des terrains variés, transférant ainsi aux partenaires toute la charge de violence symbolique à elles imposée par les bailleurs à travers les financements. Alors, les ONG internationales se rendent bien vite compte que la seule disponibilité des ressources ne garantit pas l'atteinte des objectifs en matière d'assistance humanitaire. Dans la phase de mise en œuvre des programmes d'intervention, le contexte, pour utiliser un concept cher à un ami et collègue Jean-Pierre Olivier de Sardan, donc le contexte s'invite, s'impose et résiste parfois aux bonnes intentions sur papier. La réalisation des idées humanitaires a fait progressivement prendre conscience de ne pas faire du local qu'un récipiendaire de bonnes actions, mais de puiser dans le local des intelligences de contexte en tant que médiateur. D'où le recrutement d'agents locaux ou la sous-traitance avec les ONG locales. Alors, comment est-ce que ces ONG internationales et les ONG locales fonctionnent sur ce marché assez serré de l'humanitaire? D'abord, dans une asymétrie de position. Des agents sont recrutés localement et destinés à des tâches d'exécution. Des ONG locales sont recrutées tout aussi localement comme agences de facilitation des missions de terrain, soit en raison de leur proximité, de la proximité avec les populations cibles, ou par appel d'offres. Au contact des expatriés, souvent des Occidentaux, ces opérationnels locaux découvrent un monde professionnel, des privilèges liés au métier. Il devient largement reconnu que de nombreux acteurs sont de plus en plus compétents et tout aussi compétents que leurs collègues occidentaux. Mais ces agents constatent que la coordination des missions, le leadership est toujours de couleur. Je vais utiliser l'expression de couleur, comme on dit en Europe, c'est un homme de couleur. En Afrique aussi, il y a des couleurs. Alors, donc, ce sont des gens de couleur. Tandis que les exécutants, qu'ils sont en posture de subalterne, sont tous des locaux, mais ils ne vont pas se qualifier de couleur. C'est du local. De plus en plus, à compétences égales, ils ont des traitements différents, toujours à leur détriment. Mais sur ce marché, une culture professionnelle de l'humanitaire prend forme en Afrique. On note une démultiplication du nombre de personnes ayant une expérience professionnelle dans le secteur humanitaire, de plus en plus. Et une multiplication de formations en matière d'action humanitaire, notamment dans les universités. Un écosystème d'ONG locales ayant une expérience dans le champ humanitaire également. Et puis aussi des facteurs favorables à l'ONGisation des sociétés africaines. Déjà depuis la sécheresse de 70-80, la présence plus ancienne d'ONG locales dans les pays du Sahel, parce que ces ONG se spécialisaient dans la gestion de la pauvreté. Dans un pays comme le Burkina revendiquait sa pauvreté et l'ONGisation a commencé beaucoup plus tôt dans les pays du Sahel que dans les pays côtiers. Maintenant, les guerres civiles et leur lot de violence au Libéria, Sierra Leone, Côte d'Ivoire, Soudan, Centrafrique, ont démultiplié les opportunités de pénétration du marché de l'humanitaire. Et tout ça a été accru par les crises sanitaires que sont Ebola et surtout le Covid. Et de plus en plus de relations de sous-traitance, beaucoup de relations de sous-traitance avec les ONG, les ONG internationales. Alors, les compétences, justement, sur un fond de compétences complètement inégal. Les ONG dans le Sud, comme c'est une nouvelle dynamique dans laquelle ils s'inscrivent, il y a beaucoup d'improvisation à leur niveau.
La gouvernance de ces associations qu'on voit sur le terrain n'est pas souvent renouvelée. Il n'y a pas, on ne renouvelle pas les instances associatives. Mais, étant entrés dans ce champ, ils ont tendance à dénoncer les inégalités de traitement à compétences égales, l'impossibilité pour eux d'avoir accès aux ressources. Alors, ce qui est intéressant à ce niveau, c'est la perception et les regards croisés et que les ONG, les animateurs des ONG du Sud et du Nord peuvent avoir les uns sur les autres. Les mots et les expressions dans lesquelles ces animateurs se regardent. Alors, qu'est-ce qui ressort du regard des ONG locales sur les ONG internationales? Les ONG locales vous disent qu'ils se retrouvent dans une situation de difficile insertion dans le tissu humanitaire, parce qu'ils ont un principal obstacle qui est la capacité de réponse aux appels d'offres des bailleurs de fonds les plus importants. Évidemment parce qu'ils estiment que les procédures sont rendues complexes pour les en exclure. Voilà. Et que derrière les pratiques des ONG internationales, généralement, ils parlent de l'invisibilisation des ONG locales comme étant une stratégie voulue par les ONG internationales. Alors, au nom du principe de la localisation, et avant ça, certains bailleurs mettent dans les termes du contrat qu'il faut délivrer un minimum de formation aux ONG locales. Eh bien, les ONG locales soupçonnent les ONG internationales de ne pas vouloir les former, par peur que les ONG internationales signent leur inutilité. C'est une expression qui est souvent revenue dans l'évaluation de la formation donnée par une ONG américaine qu'on a faite dans la sous-région. Alors, la stratégie de la création du vide après le départ des humanitaires occidentaux et sur fond d'absence de transfert de compétences structure vraiment le discours et la manière de regarder les ONG du Nord. Cette logique du soupçon se base également sur l'idée que les ONG du Nord travaillent à rendre les populations du Sud dépendantes de leur assistance pour pouvoir pérenniser leur présence sur le terrain. Et ils évoquent justement, parlant des procédures, par exemple, de réponse aux appels d'offres, et ils évoquent une espèce d'accointance entre les bailleurs et les ONG internationales qui continuent leur politique à travers la guerre des banderoles sur les projets financés, sur fond de travail des acteurs locaux, en général injustement passés sous silence. Ils dénoncent également le statut et des privilèges, des avantages fiscaux, des franchises dont bénéficient les agents des ONG internationales à travers les accords de siège. Mais surtout les différences de salaire au sein de la même organisation entre expatriés et nationaux à compétences égales. Ils évoquent, ils ne le disent pas ouvertement, mais bon, ils parlent également du racisme qui colore leurs relations. Vu des ONG internationales, alors les ONG, comment est-ce que les ONG internationales regardent les ONG locales? Ce qui revient souvent, c'est que elles évoquent, elles développent l'idée selon laquelle les ONG locales sont peu soucieuses du respect des principes de gouvernance. Et comme je le disais tantôt, pas de renouvellement de leurs instances, une ONG composée du père, de la mère et puis du fils aîné. Alors donc du coup, ça n'inspire pas confiance. De la gestion peu transparente sur fond d'absence de culture de redevabilité et du déficit de personnel qualifié et instable. Évidemment, les ONG locales leur reprochent d'aspirer tout le personnel qualifié qu'elles forment. Donc, vous voyez cette dynamique un peu, je ne dirais pas conflictuelle, mais il y a une tension entre les ONG locales et les ONG internationales sur le terrain. Alors, sur la base de tout cela,
C'est quoi? En quoi la localisation de l'aide représente un défi pour le champ de l'humanitaire? D'abord, la localisation de l'aide a été cet engagement pris au sommet humanitaire en 2016 à Istanbul, dans le cadre du Grand Bargain, pour faire évoluer donc les relations entre les acteurs du Nord et du Sud à travers surtout les outils de financement, le renforcement des capacités, la reconnaissance des autorités locales que les effets bulldozers de l'argent finissent par mettre en minorité lorsque la complicité entre bailleurs et ONG internationales finissent par orienter, par structurer et organiser de fait l'action humanitaire à la base sur parfois fond de mauvaises politiques de ciblage, parce qu'il fut un moment où on a pas mal travaillé sur la pertinence des politiques de ciblage et de l'identification de ce que les ONG appellent bénéficiaires. Ça m'a fait plaisir tout à l'heure d'entendre Oni Broman prendre cette distance par rapport à ce concept. Alors, si cet engagement se réalisait, la localisation est censée impacter tout autant les acteurs du Sud que le système de l'aide dans son ensemble. Mais cela nécessite un changement profond en tant que prise de décision stratégique que de contrôle des ressources. Parce que, en réalité, au-delà de la question de l'argent, la localisation est avant tout une question de coordination et de leadership, c'est-à-dire fondamentalement une question de pouvoir. Et parler de localisation, c'est un peu trouver des mots qui cachent un peu le partage de pouvoir, voilà, entre des acteurs, donc le rééquilibrage des relations entre les acteurs du Nord et du Sud. Faut-il parler de décolonisation ou de désoccidentalisation? Si l'on se place dans une perspective vraiment évolutionniste et que l'on regarde le foyer de naissance du modèle et de son exportation hors de l'Occident, on peut lire dans le modèle voyageur de l'architecture humanitaire, en l'état, la marque de son occidentalité. Mais ce modèle me paraît plus néocolonial que colonial, parce qu'elle n'est pas portée par un appareil de violence, ce dont parlait tout à l'heure Oli Broman, mais dans une structure pyramidale, contractuelle, mais de violence qui se veut beaucoup plus symbolique que réelle, bien cachée dans des mécanismes de contractualisation, cadre normatif, d'intervention, accord de siège, tout ce que vous voulez. Alors, la localisation vue d'Afrique se veut donc, selon moi, à la fois un besoin, mais aussi un devoir de reconnaissance tacite des inégalités, un besoin, un devoir de réponse aux frustrations des partenaires du Sud en vue de rendre les rapports Nord-Sud beaucoup plus équitables. Alors, pour finir, si c'est ce qui est attendu, ça veut dire quoi? Qu'il faut améliorer la visibilité des ONG du Sud, qu'il faut travailler à renforcer les capacités locales et nationales dans l'intervention humanitaire, qu'il faut revoir les mécanismes de financement afin qu'ils soient plus directs pour les acteurs locaux, et qu'il faut également revoir les partenariats, développer moins de relations de sous-traitance et développer un partenariat qui se veut plus égalitaire. Et ça, on est dans le monde de l'idéal. Mais cela est-il possible si l'expression de la compassion et de la solidarité par le financement de l'aide humanitaire reste à géométrie variable et reste un instrument de soft power concentré entre les mains des 20 grands, comme Micheletti le montrait ce matin. Deuxième question, est-ce que cela est possible si le modèle économique orienté par les intentions politiques, comme l'a montré également Pierre ce matin, reste des éléments structurants majeurs de cette solidarité? Et enfin, la tentation néolibérale, pour utiliser une expression chère à Pierre Micheletti,
qui régente l'architecture humanitaire aujourd'hui laisse-t-elle de la place à la correction des inégalités qui structurent l'action humanitaire? Je n'ai que des questions, je n'ai pas de réponse. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet exposé très, très intéressant. J'aurais voulu vous demander si vous aviez connaissance d'un État, par exemple, si on reste au niveau de l'Afrique de l'Ouest, si vous avez connaissance d'un État qui a par exemple organisé des secours dans un pays voisin, par exemple la Côte d'Ivoire, au Mali ou au Burkina Faso, s'il y a des inondations, etc. Ou bien si, vu des dirigeants... enfin des autorités, dès qu'il s'agit de catastrophes humanitaires, c'est l'affaire des organisations internationales et donc ça ne les concerne pas directement. Alors, en Afrique de l'Ouest, la tendance est à penser tout de suite à l'action militaire quand c'est des crises politiques, mais très rarement à l'action humanitaire. Et c'est maintenant que la dynamique humanitaire est en train d'être envisagée au niveau de l'Union africaine. Elle n'existe pas au niveau de la CEDEAO. Donc, cette solidarité, elle n'est ni régionale et encore moins sous-régionale pour l'heure. Voilà. Tu permets, il y a une petite initiative qui se ferait en RDC pour la RDC. C'est-à-dire que j'ai rencontré il y a 6 mois au ministère du Premier ministre d'ailleurs une équipe qui demandait conseil pour coordonner éventuellement de l'aide, mais ils aimeraient pouvoir aussi intervenir dans leur propre pays quand il y a notamment des catastrophes naturelles, un peu sur le modèle qu'on a à la DDC de l'aide suisse d'aide humanitaire. Mais il faut des moyens. Je pense qu'ils ont l'expertise, par contre. Voilà. D'autres interventions, commentaires, questions? Commence à être fatigué, là, je vois ça. Fatigué. Ok. Je pense que tu as gagné tes 2 bouteilles, là. Je vais te les donner. Okay. Merci encore, professeur.